Madame la Première ministre, la baguette vient d'être reconnue à l'UNESCO et c'est dans son propre pays, la France, qu'elle est en danger aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger ? Parce qu'il y a une explosion des coûts de l'électricité dans les boulangeries. Tout simplement parce que pour faire cuire du pain, il faut un four qui ait une puissance supérieure à celle qui est permise dans les tarifs réglementés. Alors face à cette situation, les boulangers ont deux solutions. Soit faire tendre le prix de la baguette vers 2 €, soit mettre la clé sous la porte. Ces deux options sont inentendables. Madame la Première ministre, nous vous le demandons solennellement avec le groupe des députés socialistes et apparentés. Nous voulons un bouclier tarifaire avec un tarif réglementé pour les boulangeries et je souhaite votre réponse sur ce point. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rabault. Je veux vous rassurer, nous ne laisserons tomber aucun boulanger en France. Comme nous ne laisserons tomber aucune PME, aucune TPE face à l'augmentation des prix de l'électricité. J'ai moi-même reçu avec Olivia Grégoire longuement les représentants des boulangers. Olivia Grégoire les recevra à nouveau pour trouver des solutions particulières pour les boulangers qui effectivement sont confrontés au problème que vous avez parfaitement décrit de l'explosion du coût de l'électricité et des fours qui doivent bien tourner pour faire cuire le pain. La première réponse, c'est le guichet que nous avons mis en place. Et j'invite toutes les PME, toutes les TPE qui ne l'ont pas encore fait, elles sont très nombreuses, à venir déposer leurs factures pour 2022 pour bénéficier des aides dont elles peuvent bénéficier jusqu'à hauteur de 4 millions d'euros. Ensuite, pour l'année 2023, sur la décision de la Première ministre, nous allons mettre en place un amortisseur d'électricité pour toutes les PME, moins de 250 salariés. Elles auront une réduction de leur facture en moyenne de 20%. Si jamais cela ne suffit pas, nous sommes prêts à regarder ce qui doit être mis en place de complémentaires pour aider un certain nombre de professions qui sont confrontées à des situations particulières. Les boulangers en font partie. Mais je vous redis avec beaucoup de gravité, beaucoup de sincérité. Pendant la crise du Covid, nous n'avons laissé tomber aucune PME, aucune TPE en difficulté. À l'époque, c'était l'hôtellerie, la restauration, les services qui étaient en difficulté. Nous avons accompagné. Et bien là, face à l'explosion des prix de l'électricité qui touche certaines entreprises très ciblées, la politique reviendra une nouvelle fois à venir tendre la main et accompagner ceux qui en ont le plus besoin pour qu'ils puissent passer cette période avec le moins de difficultés possible. Je vous remercie. Madame Rabault. Oui, Monsieur le ministre, vous venez de le dire vous-même, vous allez prendre en charge 20% seulement de la hausse du coût. Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret. Une boulangerie payait 1 500 € par mois de frais d'électricité. Cette facture passe à 4 500 €. Sur les 4 500 €, vous allez en prendre à peu près 900 € en charge. Ça veut dire qu'il lui reste 3 600 € à payer. Cette boulangerie, ils sont deux à travailler toute la journée, de 4 h du matin à 19 h le soir. Eh bien, ces 3 600 € de frais d'électricité, ils ne peuvent pas les absorber aujourd'hui et ils vont fermer début janvier 2023. Monsieur le ministre, il y a déjà dans mon département 5 boulangeries qui ont fermé. 5 boulangeries qui sont frappées par la hausse des coûts de l'électricité. Alors il faut que vous nous écoutiez tout de suite. Il faut que le tarif réglementé soit mis en place tout de suite, sans attendre, Monsieur le ministre, sans attendre. Vous avez fait référence au fonds de solidarité en disant que vous n'aviez laissé tomber personne lors de la crise sanitaire. C'est vrai, sauf que vous avez attendu que nous vous relancions. Eh bien aujourd'hui, nous vous le disons très solennellement. Sans le tarif réglementé, les boulangeries fermeront en janvier 2023 et dans nos communes, ce sera une catastrophe. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure d'électricité parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Ces mots ont été prononcés par le président de la République lui-même en juin dernier devant l'ensemble de la presse quotidienne régionale réunie pour l'occasion. Comme une mauvaise habitude qui peine désormais à nous étonner, les faits et décisions prises par l'exécutif viennent contrarier les propos tenus quelques mois plus tôt par ce même exécutif. Cette situation pourrait prêter à sourire si elle ne concernait pas directement le quotidien des Françaises et des Français. Hélas, ce que ces derniers redoutaient est désormais une réalité. Des délestages pourront avoir lieu au mois de janvier. Il y a quelques jours, vous confirmiez, Monsieur le ministre, que les écoles et établissements scolaires seraient concernés par ces coupures d'électricité et que ceux-ci seraient amenés à fermer par demi-journée.
Après les effets désastreux générés par la fermeture de ces établissements lors de la crise sanitaire, nous souhaitons aujourd'hui vous alerter sur la nécessité de les maintenir ouverts au même titre que les structures dites critiques, catégorie dont ils devraient naturellement faire partie. L'éducation ne peut pas continuellement être la variable d'ajustement des crises successives que nous traversons. Ces fermetures laissent présager une incidence néfaste quant à la déstabilisation du rythme scolaire et sur la santé, y compris mentale, des élèves. Elles auront également des conséquences économiques préjudiciables pour les familles, notamment les plus modestes, en matière de garde d'enfants, de surcoût des factures d'énergie ou de restauration en cas de fermeture des cantines. De manière sous-jacente, elles sont aussi une remise en question du travail des femmes, puisque vous le savez, ce sont elles qui en majorité resteront à domicile pour garder les enfants. Enfin, nous souhaitons également dénoncer la méthode du gouvernement, critiquée par des syndicats qui n'ont pas été consultés en amont et qui placent la place de la communauté éducative devant le fait accompli. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, les inquiétudes et interrogations sont nombreuses, tant pour les familles que pour les collectivités locales qui vont devoir mettre en œuvre ces mesures. Ma question est donc simple, que comptez-vous faire pour apaiser les tensions engendrées par ces délestages ? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Pic, compte tenu du nombre et de la densité d'écoles et d'établissements scolaires, il est impossible de les préserver a priori d'une éventuelle coupure d'électricité parce que ça rendrait tout délestage impossible. Il a donc été décidé une règle nationale. Si la coupure est programmée entre 8h et 10h ou bien entre 10h et midi, l'établissement scolaire concerné sera effectivement fermé le matin. Ce n'est pas pour une raison de chauffage, là. C'est pour une raison de sécurité, parce que les systèmes de sécurité incendie dépendent de l'électricité. Pas d'électricité, pas de sécurité. Voilà la raison principale. Je le répète, nous ne sommes absolument pas dans la même situation qu'à l'époque du Covid. Les coupures d'électricité peuvent ne pas arriver. C'est une éventualité qu'il faut raisonnablement envisager, sinon de manière ponctuelle et dans tous les cas pour une durée limitée à 2 heures. Nous nous tenons prêts si jamais une coupure d'électricité devait se produire dans des zones spécifiques. Ça s'appelle le principe de précaution. Si jamais, monsieur le député, madame la députée, si jamais une coupure d'électricité devait être nécessaire, 3 jours avant, les familles seraient prévenues que nous entrons en zone rouge et la veille, les familles et les élèves seraient prévenus à 17h et nous saurons en effet quelles écoles et quels établissements scolaires seraient privés d'électricité. Cela s'appelle, là encore, le principe de précaution. Je vous rappelle également que chaque année, des dizaines d'écoles et d'établissements scolaires ferment de manière inopinée, par exemple, suite à une chute de neige. C'est ce type-là d'informations que nous voulons fournir aux familles de manière raisonnable, sans leur faire peur. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il s'en est fallu de peu pour que vous supprimiez 14 000 places d'hébergement d'urgence dans le projet de loi de finances pour 2023. C'est seulement sous la pression des associations et des élus que vous avez reculé. Maintenant, le froid s'installe et les journaux regorgent d'articles relatant les situations de femmes et de très jeunes enfants, de femmes enceintes et de mineurs laissés dehors, alors que le 115 ne sait plus où donner de la tête. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ont été fragilisés par les plans d'économie mis en œuvre ces dernières années. La hausse des crédits cette année ne suffira pas à les remettre d'aplomb. La réduction du loyer de solidarité en 2018 a mis un coup de frein aux constructions de logements sociaux par les bailleurs sociaux. Selon la Cour des comptes, en 2021, en France, près de 300 000 personnes se trouvaient, avant même la crise sanitaire, sans domicile. Estimation qui a plus que doublé depuis la dernière enquête statistique de 2012. Le 93 est emblématique où, par exemple, faute de place, aucun des 739 appels traités par le 115 le 28 novembre n'a abouti à un hébergement d'urgence. Mais la crise concerne aussi Lyon, Rennes, Grenoble, Strasbourg, Toulouse et beaucoup d'autres communes. Il y a les inscriptions budgétaires d'un côté et la terrible réalité que nous rapporte la presse tous les jours et que nous avons de toute façon sous nos yeux. Quelles nouvelles mesures allez-vous prendre ? Merci. Pour vous répondre, Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Lubin, je tiens tout d'abord à redire ici ma confiance et mon admiration pour l'ensemble des personnels des services d'intégration, d'accueil et d'orientation, les SIAO. Ils agissent au quotidien pour écouter et accompagner les personnes les plus fragiles. Ils ont été la clé de voûte du premier plan logement d'abord. Et vous le savez, un deuxième plan logement d'abord sera annoncé dans les semaines qui viennent. C'est le souhait du président de la République et de la Première ministre. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement a souhaité, non pas sous la pression, mais sous la réalité de l'urgence sociale, maintenir près de 200 000 places d'hébergement d'urgence et nous avons ajouté 40 millions d'euros sur le PLF. Je vous rappelle que ce niveau d'hébergement d'urgence n'avait jamais été atteint dans notre pays et en 2017, il y avait 140 000 places d'hébergement d'urgence. Il y en a encore aujourd'hui 198 000. Oui, c'est difficile. Oui, c'est une situation que chaque soir, les écoutants du 115 entendent, écoutent et essayent d'améliorer. C'est d'ailleurs pour ça que Madame la Première ministre a souhaité que nous mettions en place une prime pour les écoutants du 115 et nous y travaillons d'arrache-pied. Pour ce qui est de la situation, vous le savez, avec Charlotte Caubel, Monsieur Combe, le ministre Combe, nous sommes à l'écoute. Nous faisons une attention particulière aux familles avec enfants à la rue. Je réunirai encore, je crois, l'ensemble des préfets de région pour tenir compte de cette situation. L'ensemble des associations qui sont nos partenaires sur cette situation dramatique sont réunis très régulièrement dans une cellule de crise que nous tenons avec la DIAL pour que ces situations soient le moins pénibles possible et qu'à chaque cas nous trouvions une solution. Rien n'est impossible, mais tout est difficile sur une situation aussi dramatique. La situation géopolitique, vous le savez, est particulièrement complexe et un certain nombre de familles en grande urgence sont prises en compte chaque soir. En région Île-de-France, par exemple, c'est 45 000 personnes qui sont mises à l'abri et dans l'hébergement d'urgence et nous continuerons à le faire. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, vous avez 40 secondes pour répliquer. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué notamment les accompagnants du SAMU. Vous avez parlé de confiance, mais c'est le Ségur de la santé qu'ils attendent. La confiance, c'est bien. Le Ségur de la santé, c'est encore mieux. Vous avez dressé un tableau avec lequel nous sommes d'accord sur les chiffres de personnes qui attendent. Nous savons qu'effectivement, le nombre de places a augmenté depuis quelques années, mais nous savons aussi que la situation s'aggrave pour des raisons que je n'énumérerai pas ici, mais que tout le monde connaît. Et au-delà de ces chiffres que vous nous avez annoncés, il est vraiment impératif pour les semaines qui viennent de trouver, voire même pour les jours qui viennent, de trouver de nouvelles places d'hébergement. On ne peut pas, en France, avoir des femmes enceintes et des enfants dehors la nuit. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Madame la Ministre, votre budget 2023 attribue 140 millions d'euros au service national universel, laissant des crédits dérisoires pour les autres dispositifs du soutien à la vie associative. Et pourtant, nous savons tous ici que le service national universel est un échec depuis sa création en 2019. En 2022, vous vouliez 50 000 jeunes. Comme les années précédentes, nous vous avions fait part de notre scepticisme et au final, ce sont seulement 32 000 services qui seront réalisés. Il est évident que les jeunes n'adhèrent pas à ce projet imaginé, promu et soutenu par le Président de la République, qui doit rester aujourd'hui le seul convaincu de son intérêt. Et malgré cela, vous augmentez encore ce budget pour 2023, inscrivant 140 millions en espérant 64 000 jeunes. 27% d'augmentation pendant que les crédits du service civique progressent moins que l'inflation, alors que c'est un outil très pertinent pour les jeunes et qui aujourd'hui est très recherché. Vous le savez, Madame la Ministre, la généralisation du SNU à une classe d'âge sera très difficile, autant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d'adhésion. Madame la Ministre, il faut savoir tirer les leçons d'un échec. D'autres solutions existent pour l'éducation et à la citoyenneté de notre jeunesse. Pourquoi ne pas soutenir vraiment le développement du service civique ainsi que les colonies de vacances, vrais lieux de mixité et de socialisation dès le plus jeune âge, et promouvoir le BAFA qui pourrait faire partie d'un parcours d'engagement et de citoyenneté qui se déploierait à bien moindre coût en apportant un vrai soutien à la vie associative dans notre pays. Madame la Ministre, aujourd'hui, on attend vos propositions. Votre ministère répondra-t-il enfin aux aspirations et aux besoins de notre jeunesse?
Merci, chers collègues. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur Magnier. J'ai la conviction que nous ambitionnons la même chose pour nos jeunesses, c'est-à-dire une jeunesse qui a goût en l'avenir, qui est formée, qui a de l'espérance. Et pour ça, Monsieur le sénateur, aucune opposition entre les dispositifs. Le service civique augmente. Il y a même plus de missions et d'agréments que de jeunes face aux missions proposées. Plus que jamais, nous avons investi sur le service civique. Les colonies de vacances, l'éducation populaire augmente. Vacances apprenantes, 1 million de jeunes l'été encore dernier. Le BAFA, installation du comité de filière BAFA, financement massif avec plus de 200 € pour chaque jeune qui le souhaite pour lever le frein financier. Monsieur le sénateur, à aucun moment, ni dans votre esprit ni dans le mien, nous opposons les dispositifs de nos jeunesses. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire de construire un parcours de citoyenneté. Il ne se décrète pas. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui, pour une partie d'entre elles, est fracturée. Nous avons besoin d'unité, de bilan de santé, un parcours qui fait que notre abstention recule. Nous avons besoin d'une jeunesse qui retrouve la culture de la défense. Nous avons besoin d'une jeunesse formée aux gestes qui sauvent. Nous avons besoin d'une jeunesse à qui on propose un projet pour elle, d'abord, qui l'a fait grandir en complémentarité du projet pédagogique de l'éducation civique et morale. Mais nous avons aussi besoin d'une jeunesse qui s'engage. Et votre famille politique, monsieur le sénateur, porte ces engagements, qu'ils soient civils ou militaires. Alors avec le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Armées, sous l'autorité de la Première ministre, nous déployons avec beaucoup d'apprentissage, année après année, un grand projet pour notre jeunesse dans laquelle nous investissons parce qu'un pays fort, un pays uni, doit préparer sa jeunesse à répondre aux défis de notre temps. Le premier, guerre en Ukraine aujourd'hui, défi climatique majeur, comment on les forme face aux catastrophes naturelles. Et puis enfin, monsieur le sénateur, un pays uni, c'est une jeunesse qui se parle et qui partage des valeurs. Et pour ça, il faut qu'elle se rencontre. Le SNU, c'est pour eux, c'est pour les autres et c'est pour la France. Merci, Madame la Ministre. Vous avez 8 secondes pour répondre, chers collègues. Madame la Ministre, d'accord avec toutes les valeurs que vous venez de rappeler sur la citoyenneté. Toutefois, vous n'avez pas répondu sur ma question du service civique, du service national universel. Allez-vous continuer? Allez-vous le réformer? Allez-vous modifier sa façon de se développer? Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, la surpopulation dans les prisons a atteint un niveau que nous n'avions jamais connu. Il y a aujourd'hui 1350 personnes qui sont dans des cellules où il y a 3 détenus et qui dorment sur des matelas par terre. Et la situation est telle que la France a été condamnée pour indignité par la Cour européenne des droits de l'homme. Ma question est très simple, monsieur le garde des Sceaux. Qu'allez-vous faire par rapport à cette situation dans les mois qui viennent? Merci, monsieur le questeur. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Sueur, ce n'est pas la première fois que vous me posez la question. D'abord, je voudrais vous dire que c'est la démonstration, cette surpopulation carcérale, que ni la politique pénale que je conduis sous l'égide de Madame la Première ministre, ni la justice, contrairement à ce que certains disent en permanence, n'est laxiste. Deuxièmement, vous le savez, vous n'êtes pas le seul à être préoccupé par la question. J'ai porté avec beaucoup de force la proposition sénatoriale de Monsieur le Président Buffet sur les conditions indignes. Quels sont les leviers que nous avons? Et je voudrais vous dire d'ailleurs que c'est une gageure de répondre à cette question aussi complexe en 2 minutes. Mais quels sont les leviers? Rénovation d'abord. Et de ce point de vue, je voudrais vous dire sans triomphalisme que vous consacriez par an 70 millions d'euros aux rénovations. Nous consacrons plus de 170 millions par an aux rénovations. Construction de places de prison, 15 000 places, elles seront construites, je le dis. Nous en avons la moitié en 2024 et nous continuons. 15 000 places. Mais ensuite, il y a bien sûr rappeler aux procureurs généraux la loi Bloch-Pen, ce que je fais dans toutes mes circulaires. Mais également, bien sûr, développer les peines alternatives, notamment le travail d'intérêt général. Lutter contre la récidive. J'étais hier avec le sénateur Bourgi, nous avons inauguré une SAS, structure d'accompagnement à la sortie. C'est un établissement pénitentiaire,
mais c'est aussi une structure qui permet d'éviter la récidive. Et bien sûr, la prévention. Ce matin, j'ai reçu la délégation du droit des femmes du Sénat, qui m'a remis un rapport absolument extraordinaire sur la pornographie. Et ce rapport a le mérite de mettre cela dans le débat public. Des enfants de 11 ans, c'est la moyenne d'âge, ont accès librement à la pornographie. Eh bien, lutter contre ça efficacement, c'est naturellement lutter contre la délinquance et c'est aussi régler la question de la surpopulation carcérale. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le questeur, vous avez un peu plus d'1 minute pour répliquer si vous le souhaitez. Monsieur le garde des Sceaux, je ne vous ai pas interrogé sur la pornographie qui est en effet un fléau. Monsieur le garde des Sceaux, j'espère que vous avez lu le rapport des États généraux de la justice qui vous a été remis par monsieur Jean-Marc Sauvé. Vous lirez dans ce rapport que depuis 30 ans, on construit des prisons et la surpopulation ne décroît pas pour autant. Oui. Et le rapport dit que la réponse n'est pas essentiellement là. Mais la réponse, elle est dans une régulation. Le mot est dans le rapport. Simplement, cette régulation, il faut la penser, la réfléchir avec l'ensemble des acteurs concernés. Et nous aimerions que vous vous penchiez là-dessus, sur la mise en œuvre de cette régulation, ce que pour le moment vous ne faites pas. Alors vous dites, comme toujours, que c'est la faute à avant, on connaît, et qu'il faut des peines alternatives, l'aménagement des peines, etc. Mais on ne sent pas la volonté de répondre au jugement qui condamne la France parce que l'indignité, elle est réelle dans un certain nombre de nos prisons. 150% de surpopulation dans 36 d'entre elles. Et si on n'agit pas fortement dans ce sens, eh bien on ne prépare pas la réinsertion. Car cet état d'indignité dans les prisons, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de réinsertion. Merci. Et donc récidive. Chers collègues.